Le 9 août 1943, le visage de Terry Allen fixait les passants depuis les kiosques à journaux à travers l'Amérique. Le magazine Time l'avait mis en couverture. L'article à l'intérieur le louait comme un grand commandant de division en devenir qui gagnait en prestige personnel à chaque victoire. Il y avait juste un problème. Au moment où ce magazine arrivait dans les kiosques, Terry Allen était déjà sans emploi. 2 jours plus tôt, Omar Bradley l'avait limogé. Allen venait de capturer Troina lors de l'un des affrontements les plus sanglants de la campagne de Sicile. Sa première division d'infanterie avait remporté toutes les batailles majeures en Afrique du Nord et en Sicile. Ces hommes avaient stoppé une contre-attaque blindée allemande qui aurait pu repousser toute l'invasion dans la mer. Et Bradley l'avait renvoyé chez lui dans la disgrâce pour des problèmes de discipline, pour ne pas avoir fait saluer correctement ces hommes. Maintenant, Allen était sur un navire de transport, en route vers les États-Unis, tandis que les kiosques à journaux américains le célébraient, comme l'un des meilleurs chefs de combat de l'armée. Pensez à ce timing. Bradley limoge le type le 7 août. Le magazine Time arrive dans les kiosques le 9 août avec Allen en couverture. Bradley venait de relever le général que l'Amérique appelait un héros. Ce n'est pas une bonne image. Mais cela allait empirer pour Bradley parce que George Marshall, le chef d'état-major de l'armée, observait. Et Marshall était sur le point de donner à Terry Allen quelque chose que Bradley n'avait jamais attendu, une seconde chance. Terry Allen arriva à West Point en 1907 avec le service militaire dans le sang. Son père était colonel de l'armée. Son grand-père avait combattu à Gettysburg dans la garde Garibaldi. 4 générations de sa famille avaient porté l'uniforme. Mais Allen était différent des cadets polis qui l'entouraient. Il souffrait de dyslexie sévère qui rendait la lecture atroce. Il compensait en mémorisant tout, mais le travail académique était une lutte constante. Il échoua à West Point 2 fois. La plupart des hommes auraient compris le message. L'armée ne voulait pas d'eux. Trouver une autre carrière. Passer à autre chose. Allen s'inscrivit à l'Université catholique de Washington, termina le ROTC et entra dans l'armée comme officier commissionné par la porte de derrière en 1912. Les officiers de l'armée régulière le méprisaient. Il n'était pas l'un d'eux. Il n'avait pas gagné sa commission de la manière appropriée. Allen s'en fichait. Il était exactement là où il voulait être. Et il passerait les 30 années suivantes à prouver que les notes de West Point ne signifiaient rien quand les balles commençaient à voler. La Première Guerre mondiale transforma Terry Allen en légende parmi les hommes de troupe et en casse-tête pour ses supérieurs. Il commanda un bataillon d'infanterie à l'âge de 30 ans. Il menait personnellement des patrouilles dans le No Man's Land quand les règlements disaient que les commandants de bataillon devaient y rester derrière les lignes. Une balle de mitrailleuse lui déchira la mâchoire lors de l'offensive Meuse-Argonne. La plupart des officiers auraient accepté l'évacuation médicale. Allen convainquit les médecins de le renvoyer à son unité avant que la blessure ne soit complètement guérie. Il se présenta sur la ligne de front encore saignant. Ces hommes ne savaient pas s'ils devaient être inspirés ou inquiets. Ils optèrent pour les deux. Ses supérieurs le trouvaient impossible. Il buvait trop. Il ignorait les règlements qu'il trouvait stupides. Il traitait les cérémonies militaires comme une perte de temps qui aurait pu être consacrée à l'entraînement. Mais il gagnait. Chaque engagement que son bataillon livrait se terminait par une victoire américaine. Après l'armistice, Allen retourna dans l'armée en temps de paix. Il passa d'un poste de cavalerie à l'autre, eut des ennuis, sortit des ennuis et se bâtit une réputation comme l'officier que vous vouliez dans un combat et nulle part ailleurs. Puis George Marshall le remarqua. En 1940, le lieutenant-colonel Terry Allen se faisait réprimander par son commandant de régiment et faisait face à une possible cour martiale pour encore un autre incident. Puis un télégramme arriva. Allen avait été promu général de brigade, sautant complètement le grade permanent de colonel. George Marshall était intervenu personnellement. Le chef d'état-major de l'armée reconstruisait l'armée pour la guerre qu'il savait venir. Il avait besoin de chefs de combat, pas d'officiers de terrain de parade. Marshall écrivit qu'Allen était exceptionnel comme chef qui pouvait tout faire avec les hommes et les officiers, bien qu'il soit peu impressionnant en apparence et apparemment désinvolte dans ses manières. D'autres généraux pensaient que Marshall était fou. Allen était un ivrogne et un fauteur de troubles qui avait échoué à West Point 2 fois. Marshall voyait autre chose.
Il voyait un homme qui comprenait que les guerres étaient gagnées par des soldats qui suivraient leur commandant n'importe où, pas par des soldats qui pouvaient marcher en ligne droite. En mai 1942, Marshall donna à Allen le commandement de la première division d'infanterie, le Big Red One. C'était l'une des affectations les plus convoitées de l'armée. Allen était sur le point de rencontrer l'homme qui tenterait de détruire sa carrière. Le général de division, Omar Bradley, était tout ce que Terry Allen n'était pas. Bradley était diplômé de West Point. Il était méthodique, prudent et obsédé par la procédure militaire appropriée. Il croyait que la discipline et l'ordre étaient les fondements d'une force de combat efficace. Quand Bradley prit le commandement du 2e corps en Afrique du Nord, il hérita de la 1re division d'Allen. Ce qu'il vit l'horrifia. Les soldats du Big Red One ne saluaient pas correctement, leurs uniformes étaient sales, ils se bagarraient dans les villes de l'arrière et traitaient la police militaire comme des ennemis plutôt que comme des figures d'autorité. Bradley écrivit que la division d'Allen avait laissé une traînée de caves à vin pillées et de mères indignées à travers l'Afrique du Nord. Voici ce que Bradley n'écrivit pas. Quand les blindés allemands attaquèrent à Catherine Pass et que les unités américaines s'effondrèrent dans la panique, la division d'Allen tint bon. Quand le 2e corps eut besoin de contre-attaquer, les hommes d'Allen menèrent l'assaut. Bradley admit qu'aucun n'excellait comme l'imprévisible Terry Allen dans le commandement des troupes. Mais il le dit, les dents serrées. Pensez à ce que Bradley disait vraiment. Allen était le meilleur chef de combat du corps, mais ses hommes ne saluaient pas correctement, et pour Bradley cela comptait davantage. Terry Allen apprit quelque chose en Afrique du Nord qui définirait le reste de sa carrière. Les attaques de nuit fonctionnaient. Pendant la journée, l'artillerie et les mitrailleuses allemandes transformaient chaque avancée en bain de sang. Les troupes américaines devaient traverser un terrain découvert contre des défenseurs qui pouvaient ne voir chaque mouvement. Mais la nuit, l'équation changeait. Les artilleurs allemands ne pouvaient pas toucher ce qu'ils ne pouvaient pas voir. L'infanterie américaine pouvait réduire la distance avant que les défenseurs ne sachent qu'ils arrivaient. Allen commença à entraîner sa division aux opérations nocturnes. Pas les 8 à 12 heures standards par semaine que l'armée exigeait, plutôt 30 à 35 heures. Ces hommes s'entraînaient à se déplacer dans l'obscurité complète. Ils apprenaient à naviguer à la boussole et aux étoiles. Ils répétaient les attaques jusqu'à ce qu'ils puissent les exécuter sans parler. Les résultats furent immédiats. À El Guettar, les assauts nocturnes d'Allen prirent les unités allemandes complètement au dépourvu. La 10e division blindée fut forcée de se retirer après avoir subi de lourdes pertes contre des positions qu'elle ne pouvait pas voir pour attaquer. Bradley regardait les victoires d'Allen s'accumuler, les problèmes de discipline continuaient, et la détermination de Bradley à faire quelque chose à ce sujet aussi. En juillet 1943, les Alliés envahirent la Sicile. George Patton commandait la 7e armée américaine. Bernard Montgomery commandait la 8e armée britannique. Patton demanda spécifiquement la 1re division d'Allen pour le débarquement le plus difficile à Gela. Il savait que les hommes d'Allen pouvaient le gérer. Ils débarquèrent le 10 juillet. En quelques heures, les blindés allemands de la division Hermann Göring contre-attaquèrent avec 90 chars, essayant de repousser les Américains dans la mer. La division d'Allen les arrêta. Bradley fit plus tard d'une admission extraordinaire. Il se demanda si une autre division aurait pu repousser cette charge à temps pour sauver la plage, laisser cette admission satisfaisante s'imprégner. Bradley, l'homme qui allait limoger Allen, admit que la division d'Allen aurait pu être la seule unité capable de sauver l'invasion de la Sicile. Mais Allen n'était pas satisfait de simplement tenir la plage. Il poussa agressivement vers l'intérieur, brisant le centre défensif allemand pour permettre à l'armée de Patton de faire la course avec Montgomery vers Messine. Ses troupes étaient épuisées. Les pertes montaient, Allen les poussa plus fort. Le 6 août, après 6 jours de combats brutaux, la division d'Allen captura la ville de Troana. Ce fut l'un des affrontements les plus sanglants de la campagne de Sicile. La victoire à Troina aurait dû être le moment de gloire d'Allen. Au lieu de cela, le 7 août 1943 se devint son rappel de rideau. Terry Allen reçut l'ordre de se présenter au quartier général du 2e corps. Bradley l'attendait, la conversation fut brève. Allen était relevé du commandement de la 1re division d'infanterie, tout comme son commandant adjoint de division, le général de brigade Theodore Roosevelt Jr., fils de l'ancien président. La raison officielle était les problèmes de discipline.
Bradley dit qu'Allen était devenu trop individualiste pour se fondre dans les entreprises collectives de la guerre. Allen était stupéfait, sa division venait de capturer Troina. Ils avaient remporté tous les engagements majeurs en Afrique du Nord et en Sicile. Maintenant, il était renvoyé chez lui pour ne pas avoir fait saluer correctement ses hommes. Il ne savait pas que le magazine Time avait déjà envoyé son numéro du 9 août à l'impression avec son visage en couverture. Il ne savait pas que pendant qu'il naviguait vers la maison dans la disgrâce, les kiosques à journaux américains le célébreraient comme l'un des meilleurs chefs de combat de l'armée. Tout ce qu'il savait, c'est que sa carrière était terminée. George Patton était furieux quand il apprit ce que Bradley avait fait. Patton et Allen s'étaient constamment disputés. Ils s'insultaient mutuellement sur les tactiques et les styles de leadership. Ils n'étaient pas amis. Mais Patton reconnaissait ce qu'Allen avait construit. Et Patton n'avait aucune patience pour les généraux, qui se souciaient plus des saluts que des victoires. Quand Eisenhower donna une conférence critiquant la mauvaise discipline de la division d'Allen, Patton l'interrompit devant tout l'état-major. Il dit à Eisenhower qu'il se trompait et que personne ne fouette un chien avant de le mettre dans un combat. Cela n'importait pas. Eisenhower soutint la décision de Bradley. Allen était fini. Les hommes de la première division prirent la nouvelle durement. Ils ne perdaient à Salé pas juste un général. Ils perdaient l'homme qui avait mangé dans leur ligne de messe et marché sur leur fils de périmètre la nuit. Allen monta à bord d'un navire de transport vers les États-Unis. Il ne ressemblait pas à un conquérant. Il ressemblait à un homme dont le cœur avait été arraché. À 55 ans, l'armée lui avait dit qu'il était obsolète. Il ne savait pas que George Marshall observait. Le 15 octobre 1943, Terry Allen se tenait devant une formation de soldats au camp Adair, Oregon. Ce n'étaient pas les vétérans endurcis au combat du Big Red One, c'étaient des conscrits et des nouvelles recrues qui n'avaient jamais entendu un coup de feu tiré avec colère. La 104e division d'infanterie, surnommée les Timberwolves. George Marshall était intervenu à nouveau. Seulement 2 mois après que Bradley eut déclaré Allen inapte au commandement, Marshall lui donna une 2e division. 2 mois. Bradley limoge le type et Marshall lui remet une autre division avant que la paperasse ne soit sèche. Le message de Marshall était clair. Il se fichait de ce que Bradley pensait. Il n'avait pas besoin d'un diplomate, il avait besoin d'un bagarreur. Allen regarda les troupes brutes devant lui et vit du potentiel. Il construirait cette division à partir de rien, il les entraînerait dans les tactiques qui avaient terrifié les Allemands en Afrique du Nord et en Sicile. Et il prouverait que Bradley avait pris la pire décision de personnel de la guerre. L'entraînement commença cet après-midi-là. Allen transforma la 104e division en quelque chose que l'armée n'avait jamais vu. Il réinstaura immédiatement le régime d'entraînement brutal qu'il avait perfectionné en Afrique du Nord. Alors que les divisions standards s'entraînaient pour la lumière du jour, les Timberwolves vivaient dans l'obscurité. Ils apprenaient à se déplacer sans lampe de poche. Ils pratiquaient des signaux manuels qui fonctionnaient quand les voix trahiraient les positions. Ils répétaient les attaques jusqu'à ce que chaque soldat sache exactement où être sans qu'on le lui dise. Allen était impitoyable sur la discipline. Maintenant, il poussait ses hommes jusqu'au point de rupture. Mais cette fois, ce n'était pas seulement pour gagner des batailles, c'était personnel. Chaque exercice nocturne réussi était un reproche silencieux au supérieur qui disait qu'il était indiscipliné. Il forgeait les Timberwolves en une arme qu'Omar Bradley devrait finalement respecter. Les Timberwolves adoptèrent une devise « Rien en enfer ne doit arrêter les Timberwolves ». En août 1944, ils étaient prêts. Allen chargea sa division sur des navires de transport à destination de la France. Il retournait à la guerre. La 104e division entra au combat le 23 octobre 1944 aux Pays-Bas. Allen attaqua de nuit. Ces Timberwolves avancèrent de 24 km en 5 jours à travers des terres inondées qui bloquèrent d'autres divisions. Montgomery lui-même envoya ses félicitations. Puis ils frappèrent à la ligne Siegfried, des casemates en béton, des dents de dragon, des champs de tir entrecroisés. D'autres divisions s'étaient vidées de leur sang en attaquant ces défenses de jour. Les hommes d'Allen attaquèrent de nuit, encore et encore. Stolberg tomba, puis Eschweiler, puis Inden, ville après ville capturée dans l'obscurité, tandis que les défenseurs allemands luttaient pour organiser la résistance contre des ennemis qu'ils ne pouvaient pas voir.
Ils défoncèrent la rivière Roer lors d'un assaut nocturne brutal et finalement, ils atteignirent Cologne. Les Allemands commencèrent à appeler la 104e les combattants de nuit. Les prisonniers disaient aux interrogateurs que les combattre était injuste. Ils ne pouvaient pas voir les Américains arriver. Les règles normales ne semblaient pas s'appliquer. Au printemps 1945, la division d'Allen avait traversé le Rhin et fonçait vers l'Elbe. Ils étaient devenus exactement ce qu'Allen avait promis à Marshall, l'unité de combat nocturne la plus redoutée du théâtre européen. Puis ils trouvèrent sachez quelque chose qui les hanterait pour toujours. La 104e division atteignit Nordhausen le 11 avril 1945. Ils trouvèrent un camp de concentration. 3000 cadavres gisaient à l'air libre. 750 autres survivants, émaciés, malades, mourants, avaient été laissés derrière quand les SS s'enfuirent. Les prisonniers avaient été forcés de construire des fusées V2 dans des tunnels souterrains, travailler à mort dans l'obscurité, puis laissés mourir quand leur utilité prit fin. Pendant 6 mois, les Timberwolves avaient possédé la nuit. Ils avaient utilisé l'obscurité comme bouclier et comme arme. Mais à Nordhausen, ils fixèrent un autre type d'abîme. Ce n'était pas l'obscurité d'un champ de bataille sans lune, c'était l'obscurité de l'âme humaine. Des sergents endurcis au combat qui n'avaient même pas dit broncher sous le feu d'artillerie s'effondrèrent devant ce qu'ils trouvèrent dans ces tunnels. Les combattants de nuit d'Allen avaient maîtrisé la guerre, mais rien dans leurs 35 heures d'entraînement hebdomadaire ne les avait préparés à l'extermination à échelle industrielle. Ils évacuèrent les survivants pour traitement médical. Ils ordonnèrent aux civils allemands locaux d'enterrer les morts. La guerre de la division avait à peine 2 semaines restantes. Les Timberwolves poussèrent vers l'est avec une fureur froide. Le 26 avril 1945, la 104e division atteignit la rivière Mulde et établit le contact avec les forces soviétiques. Ils étaient parmi les premières unités américaines à faire la jonction avec l'armée rouge. La guerre en Europe était effectivement terminée. Les Timberwolves d'Allen avaient combattu pendant 195 jours consécutifs. Ils n'avaient jamais cédé de terrain à une contre-attaque. Ils n'avaient jamais échoué à prendre un objectif. La division qui avait été remise à Terry Allen comme prix de consolation. Des conscrits verts, loin du Big Red One, endurcis au combat, était devenue l'une des unités de combat les plus efficaces de toute la guerre. Les prisonniers allemands classaient systématiquement la 104e parmi les divisions américaines qu'ils voulaient le moins affronter. Les combattants de nuit avaient gagné leur réputation, mais le coût avait été énorme. Près de 5000 Timberwolves furent des pertes, plus de 1000 tués au combat. Allen écrivit des centaines de lettres aux familles des hommes qui moururent sous son commandement, chacune personnelle, chacune reconnaissant le sacrifice spécifique. Omar Bradley n'admit jamais qu'il avait eu tort au sujet de Terry Allen, mais le jugement de George Marshall avait été justifié. Le général qui apparaissait en couverture du magazine Time, 2 jours après avoir été limogé, venait de mener sa 2e division à la victoire. Le fauteur de troubles qui avait échoué à West Point 2 fois avait construit l'unité de combat nocturne la plus redoutée du théâtre européen. Bradley avait dit qu'Allen était trop individualiste pour la guerre de coalition. Allen avait prouvé que l'individualisme gagne les guerres.